Monsieur Bassam Tan. Aujourd'hui, mardi 22 juillet, l'armée israélienne entame sa 15e journée d'offensive sur la bande de Gaza. On dénombre aujourd'hui plus de 500 morts avec une montée en escalade ces 3 derniers jours. Vous qui affectionnez particulièrement les mises en perspective historiques, pouvez-vous nous faire un rappel du contexte israélo-palestinien avant ces attaques et nous rappeler également le ou les éléments déclencheurs de ces offensives israéliennes? Alors, vous voyez, le projet d'attaque du Hamas ressemble beaucoup au projet d'attaque du Hezbollah. Il faut comprendre, les Israéliens, que dans le nord, vous avez le Hezbollah qui a à peu près entre 60 000 et 70 000 missiles, à part les forces combattantes terrestres. Et au sud, évidemment, il y a Gaza qui s'arme secrètement avec l'aide de la Syrie, de l'Iran, du Hezbollah, et ils ont réussi à fabriquer maintenant eux-mêmes leurs armes, leurs missiles, après une période d'assemblage. Ça passe par des tunnels, ça passe venant du Sinaï. Et justement, pourquoi Israël a choisi ce moment pour attaquer Gaza? Parce qu'en fait, s'il faut condamner les Israéliens, il faut les condamner qu'il y ait attaque contre Gaza ou pas. Ah, on dirait pourquoi? Mais à cause de l'embargo. Hein? On ne peut tolérer une occupation pire que coloniale de territoire avec embargo. Gaza est une prison à ciel ouvert et le pire, c'est que si vous êtes bombardé là-dedans, vous n'avez même pas où fuir. Donc, je reviens à la question de base, pourquoi Israël a choisi ce moment? Parce que moi, cette histoire de 3 colons enlevés ne me convainc pas. Parce que d'habitude, les organisations palestiniennes reconnaissent quand elles enlèvent ou quand elles commettent un attentat, et là, il n'y a eu aucune revendication. Alors, je veux bien, avec toute ma bonne foi, croire à la version israélienne, mais quand même, il y a quelque chose qui cloche. Ces 3 colons, on regrette leur mort, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas des preuves palpables que ce soit les Palestiniens qui les ont enlevés et qui les ont assassinés. Mais, en tout cas, ce fait-là a servi à Israël de prétexte pour mener cette guerre atroce. Alors, d'ailleurs, si on compare, vous avez vu la réaction vindicative de certains jeunes Israéliens quand ils ont enlevé le jeune Palestinien et qu'ils l'ont brûlé vif. C'est énorme. Là, au moins, on le sait. Et c'est sûr, ça, personne ne peut le contester. Donc, si Israël attaque aujourd'hui, c'est après son échec dans le nord avec le Hezbollah en 2006, la guerre avec le Hezbollah, elle tente aujourd'hui de nettoyer, désarmer le Hamas. Pourquoi? Parce que d'abord, les alliés du Hamas sont un peu absents de la scène. La Syrie a d'autres chats à fouetter que de s'intéresser au Hamas aujourd'hui. Surtout, rappelons que le chef du Hamas qui était en Syrie, Khaled Mashal, a quitté Damas et que Haniyeh, le premier ministre du Hamas de Gaza, avait pris parti pour les rebelles anti-syriens et s'est même photographié avec leur drapeau, qui n'est pas le drapeau légitime de la Syrie. Donc, Israël se dit, le Hamas n'a plus le soutien des Syriens, en plus, ni la Syrie ni le Hezbollah ne peuvent aider vraiment en ce moment le Hamas, puisque les forces, ou du moins une partie du Hezbollah, sont engagées en Syrie. Vous allez en Irak, c'est aussi un État chaotique où il y a également des problèmes.
l'Iran qui est un grand allié, et là permettez-moi de rectifier, que vous voyez sur des dossiers comme la Palestine, et chiites et sunnites se mettent d'accord. L'Iran est chiite, et bien chiite, il a toujours aidé les Palestiniens de Gaza ou de la Cisjordanie. Et pourtant, il n'y a pas de chiites ni en Cisjordanie, ni à Gaza. Donc, vous voyez, ça peut paraître un faux problème, cette opposition sunnite-chiite. Et là, on peut innocenter cet axe de résistance, c'est-à-dire Hezbollah, Syrie, Iran, et tout cet axe anti-américain, des griefs qu'on lui attribue, que comme quoi c'est un axe qui est anti-sunnite. S'il était vraiment anti-sunnite, à ce moment-là, pourquoi il aiderait les sunnites palestiniens? Et à plus forte raison, les radicaux parmi eux qui sont à Gaza. Donc, alors, vu que l'Iran aujourd'hui a aussi des pourparlers concernant le nucléaire et qu'il y a un froid avec la Syrie et le Hezbollah du côté des Palestiniens, puisque comme vous savez aujourd'hui, les chefs du Hamas sont plutôt au Koweït et au Qatar, surtout. Donc, des pays qui s'opposent à l'Iran. Alors, ça, c'est une des raisons majeures qui a poussé Israël à attaquer Gaza. La seconde, c'est que justement, il y a eu un rapprochement entre le gouvernement de Ramallah avec Mahmoud Abbas et le Hamas. Et là, Netanyahou a été clair. Il veut la paix avec Israël ou il veut la paix avec Hamas. Donc, dans la politique israélienne, les choses sont claires et nettes. Il faut que l'autorité palestinienne de Ramallah se sépare de Hamas, dénonce Hamas et ne s'unit pas avec Gaza. Comme ça, selon l'intérêt d'Israël, il y aurait en gros deux petites Palestines et on ne peut pas créer un véritable État. Non. Or là, les Palestiniens ne sont pas bêtes, ils ont compris et vu qu'ils ont été privés de tous leurs alliés dans la région, et ils ont dit il faut compter sur soi à nouveau, il faut dépasser les différends entre nous, et ils étaient sur la voie de l'union totale avec l'autorité palestinienne de Abbas. Là, évidemment, Israël ne pouvait pas tolérer ça, surtout après l'échec des négociations de paix. Vous voyez? Donc, ce moment choisi est bien choisi pour essayer d'affaiblir le Hamas, parce qu'Israël ne peut jamais démilitariser la zone de Gaza, comme elle n'a jamais pu obliger le Hezbollah à déposer les armes ou à démilitariser le Sud-Liban, alors qu'il y a eu une décision du Conseil de sécurité pour désarmer le Hezbollah, et qui est tombée à l'eau. Vous direz, oui, comment on ne respecte pas, vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a je ne sais combien, des dizaines de résolutions qu'Israël n'a jamais respectées. Donc, voilà, si vous voulez, le rêve israélien et qui va s'annoncer par un échec. Tout ce que Israël peut espérer de ces bombardements de Gaza, parce que moi je ne crois pas vraiment à l'engagement terrestre. D'ailleurs, regardez, au bout de quelques jours d'engagement terrestre, Israël a perdu une vingtaine de soldats. Et dans toute la guerre avec le Hezbollah, on n'est pas arrivé à ce chiffre-là. Et s'il est vrai que les Palestiniens ont fait prisonnier un soldat, n'est-ce pas, de la Légion Goulani, qui est l'unité spéciale la plus entraînée, on est entré encore, on répète, l'histoire se répète, dans des négociations pour libérer les prisonniers, et parce qu'Israël tient quand même à ne pas avoir de prisonniers. Mais c'est là où le bas blesse au niveau international, c'est que
En fait, toute cette histoire de libérer des prisonniers, c'est complètement bidon, hein, passez-moi le terme familier, parce que Israël vous libère les gens, mais comme c'est des territoires occupés, elle les incarcère 2-3 jours, une semaine après. Là, il y a je crois qu'elle a arrêté entre 500 et 600, même des gens qui ont été libérés. Donc, la condamnation d'Israël doit précéder cette guerre atroce de Gaza. C'est que Israël n'a pas le droit de se comporter vis-à-vis des populations des territoires occupés de cette manière. Et surtout, comment on tolère cet embargo qui dure depuis 7 ans? C'est pas depuis que les 3 colons ont été assassinés. Et tout le monde se tait, la communauté internationale ne fait rien, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On veut établir la démocratie en Syrie. Alors vous voyez un peu, c'est ridicule. On voit très bien que la politique de l'Occident est tendancieuse. Avant de vous occuper de la démocratie en Syrie, dans ce cas-là, allez libérer Gaza, lever l'embargo, demander à Israël des comptes. Elle a des comptes à rendre vis-à-vis de cette population. On ne peut pas faire n'importe quoi avec une population de territoire occupé. Vous voyez? Alors, permettez-moi là de rebondir sur l'histoire de la Syrie. Alors, pourquoi j'ai évoqué la Syrie? Parce que justement, on nous dit il ne faut pas importer, c'est la déclaration du président de la République, pour qui j'ai beaucoup de respect, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur cette position, il ne faut pas importer le problème israélo-palestinien, le conflit du Proche-Orient en France. Notamment au moment où il y a eu l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes. Oui, ça a précédé l'interdiction. Il y a eu ça, puis il y a eu le... Alors évidemment, là, j'en parlerai, si vous voulez, où évidemment les médias nous ont menti. Toute cette histoire d'attaque de la synagogue d'Abravanel, rue de la Roquette, c'était pratiquement une information très erronée. Et là, j'admire la position d'une grande dame que j'ai écoutée, Michel Sibony, et j'en renvoie les auditeurs ou les spectateurs à son intervention télévisée. Elle était géniale. Elle résume vraiment la situation. Donc, c'est parti de The Independent, le journal britannique, qui a monté ça en flèche, qu'on attaque les synagogues en France, tout le monde a pris ça, on n'a pas vérifié. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, il ne faut pas importer. Mais je tiens à rappeler que le monde musulman et le monde arabe, pendant la Shoah, était le havre de paix. Et même si on remonte plus loin à Isabelle la catholique, quand elle a massacré les Juifs d'Espagne, d'Andalousie, et ils n'avaient le choix à ce moment-là que de se réfugier où? Ils se sont réfugiés dans le monde arabo-musulman ou l'Empire ottoman. Les Castro, les Toledano, ces grandes familles juives qui étaient à Alexandrie, à Istanbul, ont fui déjà la première persécution de l'Occident. Tandis que dans les pays, dans la terre d'islam, entre guillemets, les Juifs n'ont pas été persécutés. Il y avait des accrochages de temps en temps, mais on ne peut pas dire qu'on les a massacrés, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, avant de dire que le véritable problème d'antisémitisme, ce sont les Français de religion musulmane, on ne le dit pas clairement, mais on fait des clins d'œil, ou ceux d'origine arabe, il faut balayer devant sa porte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs se sont réfugiés chez nous, dans le monde arabo-musulman, comme ils l'ont fait au temps d'Isabelle la catholique. Alors, ne jetez pas sur les autres ce que vous avez commis. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un antisémitisme chez
musulmans ou les arabes, je vous dirais oui et non. Le oui concerne qui? Concerne les islamistes, mais pas la majorité de la population. La majorité de la population, au contraire, n'a rien contre les juifs. Et moi, permettez-moi là, bon, de faire une rectification, c'est que, en fait, ce problème d'antisémitisme est lié à la politique française vis-à-vis de cet islamisme. Quand la France a reconnu la coalition syrienne, à la tête de laquelle il y avait un chrétien communiste, Georges Sara. Ce même Georges Sara a dit haut et fort que lui comptait sur le front Al-Nusra comme allié pour renverser Assad. Et nous reconnaissons cette coalition. Donc, l'Élysée et le Quai d'Orsay, n'en déplaisent aux responsables, en adoptant cette attitude, ils bénissent toutes ces déclarations, tout ce que racontent ces gens-là d'une manière vraiment irresponsable. Et là, oui, ils contribuent à créer un sentiment antisémite. Quand vous soutenez les islamistes qui sont anti-juifs, oui, les islamistes sont anti-juifs, vous lisez, il faut les massacrer, tout comme les chrétiens, tout comme... Ça met le gouvernement français en porte-à-faux, parce qu'il ne surveille pas les déclarations de ces responsables de cette coalition syrienne. Il en est de même du représentant de cette coalition syrienne en France, à qui toutes les portes sont ouvertes, ceux du Quai d'Orsay, de l'Élysée. Qu'est-ce qu'il dit? Pareil, qu'il n'y a que le front islamique, qui est encore beaucoup plus large, comme Nusra, qui fait du bon travail. Et là, il y avait un autre responsable français qui avait dit que les islamistes faisaient du bon travail au début. Vous voyez? Donc, on ne peut pas accuser les Français d'origine arabe ou les Français de confession musulmane d'emblée comme ça d'antisémites. Et les discours de certains responsables français sont entièrement à côté de la plaque. Que vient faire le Val-d'Ive à côté de la Shoah dans cette affaire-là? Honnêtement, ça ne peut que jeter de l'huile sur le feu. Vous voyez? Un comportement plus juste, un ajustement de la politique française vis-à-vis de Gaza, des Palestiniens, de l'islam. Alors on parle d'antisémitisme, mais l'islamophobie n'existe pas en France. Le sentiment anti-arabe n'existe pas. Il n'y a que l'antisémitisme. Non. Si vous voulez être juste, quand vous parlez d'antisémitisme, s'il y a une expression d'antisémite, il se peut. Mais à ce moment-là, il faut également traiter. Quand on lance des têtes de porc, de cochon, de sang du cochon, qu'on entache, qu'on macule les portes des mosquées de grandes villes, quelle est la réaction? Pourquoi à ce moment-là, pourquoi le Premier ministre n'est pas intervenu en disant assez avec ces actes d'islamophobie? Non, il y a deux poids et deux mesures. Je ne peux admettre cette politique française qui nuit en fait aux Juifs de France, qui nuit à Israël. Et je vais vous dire en quoi ça nuit à Israël. Si ça continue comme ça, que l'Occident continue à être injuste en soutenant Israël. Si Israël, aujourd'hui c'est le pays le plus fort dans la région, continue sa logique de force, d'imposer des dictats, des concessions parce qu'il est fort. Croyez-moi, mais les Arabes, les musulmans autour, ne vont pas rester dans cet état de sous-développement, jour après jour. Tenez, prenez l'affaire des missiles. Est-ce qu'aujourd'hui, on va accorder à Israël plus de 33 jours? Israël est capable de désarmer le Hezbollah? Je ne pense pas. À moins de
tout détruire, à moins de transformer le sud Liban en un désert de décombres et de débris et de déchets humains Non, il en est de même. Gaza, on n'arrivera jamais à la démilitariser. Moi, je lance un appel de paix avec les Israéliens. Et j'irai même plus loin. Je dirais que Israël est une chance pour le monde arabe. Oui, c'est une chance. C'est un peuple cousin. On est liés, on ne peut pas. Arabes, juifs, musulmans, il y a beaucoup de composantes dans notre culture, un fond commun. Hein? Et je ne parle pas d'Abraham, je parle même de la vie courante, de notre nourriture, de nos coutumes. Et Israël a une technologie de pointe dans tous les domaines. Alors, qu'il y ait de grands hommes en Israël qui disent basta, on arrête la guerre, on n'exige plus des Palestiniens des concessions et on fait une coopération. Une coopération, ce monde arabe a besoin d'Israël comme Israël a besoin du monde arabe. Ou pourquoi Israël s'entête à refuser la création d'un État à côté? Moi, je irai même plus loin. Et je l'ai dit dans ce que j'ai écrit il y a 3 ans, les propositions au gouvernement syrien. J'ai dit, tout Syrien, qu'il soit chrétien, musulman, juif, a le droit d'être président de la Syrie. Et moi, j'invite, moi qui suis d'origine syrienne, j'invite tous les juifs syriens et à rentrer en Syrie. Oui, il faut une paix. L'État religieux aujourd'hui que revendique Israël, la judaïté d'Israël, c'est du Moyen-Âge. Comment un pays avec une technologie de pointe si développée, si moderne, s'attache encore à des idées d'intégristes? Dites-moi quelle est la différence entre les intégristes musulmans et les intégristes juifs aujourd'hui? Aucune. Ils ont tous la même pratique. Qui a assassiné Isaac Rabin? Qui? C'est bien un intégriste juif d'Israël. Vous voyez? L'avenir du monde arabo-musulman et d'Israël est lié. C'est lié. Ces deux, il faut arrêter la guerre. Il faut qu'Israël arrête ce triomphalisme et reviennent. Et j'invite, moi, les autres pays arabes à autoriser tout juif, égyptien, marocain, tunisien à revenir. Où est le problème? L'État, la citoyenneté, c'est ça la République en France. On est de différentes religions, mais on croit à des idéaux républicains. Hein? Et là, je regrette justement que dans la nouvelle constitution tunisienne, il est dit qu'un juif ne peut pas être président. Vous voyez? Alors c'est ça le printemps arabe. On parle de citoyenneté, de modernité, mais non. Vous savez, je vous dirai, je terminerai par ça. J'étais à Alep il y a peut-être une dizaine d'années, un peu plus. Et un bruit a couru dans la ville. On les a vus, on les a vus. À l'époque, il y avait une ouverture vis-à-vis d'Israël. Alors j'étais dans le petit souk de Qasr al-Harabi, près de mon vieux quartier, le quartier de ma grand-mère, où on avait des voisins juifs, et je les salue s'ils m'entendent. Et je les rassure que nous, on n'a rien contre les juifs. Et vivement que les prières, les psaumes de David soient rechantés dans la synagogue, la grande synagogue d'Alep. Je continue mon histoire. On les a vus arriver, on les a vus arriver. Je dis, mais qui? Elle dit, il y a eu 2 rabbins qu'on a vus à l'aéroport d'Alep. Ça y est, ça va être la paix. Mais vous vous rendez compte, si les juifs syriens alepins revenaient, mais vous savez, Alep est une ville commerciale et industrielle, mais les gens étaient fous de joie. Je vous jure, les gens étaient fous de joie qu'ils avaient vu 2 rabbins débarquer à l'aéroport d'Alep et que sans doute ça va être la paix. Vous voyez?
malheureusement, c'était une fausse rumeur. Hein, et c'était pas de rabbin, voyez-vous. Mais rien que ce sentiment de joie montre que les négociations de paix, ça doit être entre les peuples. Et pas avec Kerry ou sans Kerry ou les grandes puissances négocier, faire un échange de territoire, tout ça. Aucun peuple qui a une dignité, un amour-propre, ne peut l'accepter. Si vous êtes plus fort, c'est là où vous devez être généreux, parce que vous êtes plus fort. Aujourd'hui, Israël est plus fort. Si Israël continue à jouer ce jeu de force, vous savez, il y a un grand risque qu'il soit détruit. Les Arabes et les musulmans ne peuvent rester, comme je vous ai dit, dans cet état de faiblesse. Aujourd'hui, c'est Gaza. Demain, ça va être la Cisjordanie. Après-demain, ça va être la Jordanie. Après-demain, ça va être Damas. Ça va être le Sinaï. On est parti pour des guerres de 100 ans. Un appel à tous les Israéliens et les Juifs de bonne volonté. Il faut trouver une solution pacifique, juste. Et le monde arabe sera ouvert non seulement aux Israéliens, à tous les Juifs du monde. On ne peut pas effacer une histoire de plusieurs siècles. Juifs, arabes, sémites ont coexisté bien avant la naissance du Christ dans cette région. Vous ne pouvez pas, en 60 ans d'histoire d'Israël, effacer tout cela. Effacer tout cela, voyez-vous. Et puisque ça me tient à cœur, hein. Moi, je rêve, vous allez me dire, ce Bassam Tahan, c'est un rêveur, il raconte n'importe quoi, antisémite. Vous savez, les grandes choses sont nées d'un rêve, hein. On a le droit de rêver. Hein. Il y a sûrement le peuple israélien n'est pas derrière cette extrême droite qui gouverne, ni les intégristes. Il y a des forces de gauche, il y a même des gens très croyants et qui aimeraient honnêtement refumer le narguilé devant la citadelle d'Alep ou devant la mosquée des Omeyyades, hein, remanger les bons farcis, faire vivre avec les Syriens. Les Juifs marocains peuvent rentrer. Une partie de l'âme de ce monde arabo-musulman, ce sont ces minorités. Et cette coexistence qu'on a connue dans l'histoire est exemplaire. Qu'elle soit en Andalousie, qu'elle soit au Maroc, qu'elle soit... C'est dommage. La création d'Israël s'est faite dans la violence. Est venu le temps, justement, d'effacer cette violence et de légitimer son existence par la justice. Info Libre, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Merci. Merci à vous, Bassam Tahan.